Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Le médecin généraliste est le médecin que l'on consulte le plus souvent au cours de notre vie. Donc il est à l'écoute, il traite nos problèmes de santé au quotidien, il connaît nos antécédents médicaux et familiaux. Le médecin généraliste est le premier interlocuteur avant de nous orienter précisément vers un spécialiste de santé. Donc aujourd'hui, pour connaître réellement quel est le rôle du médecin généraliste, je suis accompagnée de docteur Minya Hervé Junior, qui est médecin généraliste, qui va nous parler un peu de son métier, de ce qu'il fait au quotidien avec nous. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour madame, je vais très bien et Très vous? très bien. Plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Donc aujourd'hui, on va un peu parler du métier de médecin généraliste. Donc vous allez nous raconter un peu, nous parler de votre quotidien, les personnes que vous rencontrez tous les jours, quel type de problèmes vous traitez et tout ça. Donc voilà, on est là pour ça aujourd'hui. D'accord. Donc déjà avant tout, en quoi consiste votre métier? Notre métier, il est assez large. Il y a vraiment un très grand lot de choses à faire. En ce qui concerne la médecine générale, le rôle principal du médecin généraliste est de mettre tout en œuvre, c'est-à-dire mettre en jeu tous les moyens dont il dispose pour la prise en charge, le suivi, le traitement, les soins et la prévention de toute maladie qui se présente à lui. Et le cas échéant, on pourrait faire appel à un spécialiste pour régler une situation, pour traiter une pathologie qui est en dehors du cadre de nos compétences. En fait, le médecin généraliste, c'est quoi? C'est la première rampe de lancement de la mise en œuvre des soins de santé. C'est la première personne que le patient rencontre à l'hôpital. Et cette personne-là doit posséder un minimum de base dans la plupart des spécialités médicales et même chirurgicales pour pouvoir faciliter le traitement du patient. Et en dehors de tout cela, il doit aussi participer à la mise en œuvre de toutes les activités qui vont permettre la prévention des pathologies communes. Donc il doit connaître un petit peu de tout, quoi, un peu de chaque spécialiste, Voilà. chaque, comment vous dire ça? Comment vous dites? De Chaque spécialité. Oui, chaque spécialité, voilà. Donc il doit avoir un peu connaissance de tout ça. Oui, il doit un peu avoir les bases. Les bases, oui. En fait, le médecin généraliste a été formé pour avoir des bases de diagnostic de la plupart des pathologies médicales et spécialisées. Mais par exemple, oui, dites-moi. Et plus précisément, celles que nous rencontrons communément dans la vie de tous les jours, dans notre société. Donc après, par exemple, lui, il peut par la suite s'orienter vers une spécialité qu'il souhaite. Oui, c'est bien évidemment possible. Donc après, il faut des années d'études en plus. Pour, oui, il faut ajouter parfois 4 ans, 5 ans, 6 ans, parfois voire même 7 ans. Dépendamment de la spécialité et du cadre d'études où vous voulez aller faire cette spécialité. Oui. Donc un médecin généraliste peut consulter où exactement? Un médecin généraliste, il peut consulter dans toutes les formations sanitaires publiques et même privées. C'est-à-dire, il peut être au CHU, dans les centres hospitaliers régionaux, et il peut également travailler dans les cliniques, dans les formations privées, quoi. Oui, il travaille aussi à son compte, il peut? Oui, il peut travailler à son compte. Il peut travailler à son compte s'il a déjà obtenu son diplôme. Oui. Il est capable d'aller faire des consultations à domicile. Il est capable aussi d'aller faire des soins à domicile et même de consulter chez lui et prodiguer des traitements et des soins appropriés. Donc du coup, dans quel cas faut-il aller voir un généraliste? Pour cette question, c'est un peu large. Ouais. Une personne qui se sent pas bien
qui ne se sent pas du tout bien, qui présente un malaise particulier, se doit d'aller rencontrer premièrement un médecin généraliste qui, lui, en fonction des moyens dont il dispose, il verra si il faut ou pas orienter cette personne vers un spécialiste ou non. Ou non. Donc du coup, c'est lui qui fait tout le processus et après dire donc que si c'est bon, si c'est juste un petit rhume, il peut traiter. Oui, en fait, c'est ça. Il doit, à son niveau, Mm. mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir établir le diagnostic d'abord. Ouais, ouais. S'il a le diagnostic, il pourra à ce moment savoir s'il peut mettre en jeu le traitement ou bien l'orienter vers une personne un peu plus spécialisée. Et ça dépend de la gravité de la maladie. Pas seulement de la gravité de la maladie, mais également des moyens dont il dispose. Mm, mm, mm. S'il ne dispose pas de tous les moyens et même des compétences, il ne pourra pas traiter certaines pathologies. Ok. Et comment ça se déroule une consultation, un patient qui vient vous voir, comment ça se passe? Racontez-nous. Bon, comment ça se passe? En premier lieu, l'accueil est la première des choses. Mm. L'accueil du patient. Parce que c'est l'accueil du patient qui met le patient en confiance. Dès lors que le patient vient dans la salle, on l'accueille d'abord chaleureusement. Mm. Ça, c'est pour le mettre en confiance et pour qu'il soit apte, pour qu'il soit capable de vous dire tout ce que vous voulez savoir. Ensuite, Ah, parce qu'il y a des patients, c'est un peu compliqué, hein. Pour leur faire oui, parler. oui, parfois c'est un peu compliqué. Il y a les aspects culturels, Oui. il y a les différences linguistiques. La langue, ça peut aussi gêner. Mhm. Mais un bon accueil est toujours remarquable. Ouais, pour se mettre dans le bain, à l'aise et pour les mettre en confiance, surtout comme vous avez dit. Oui, surtout. Même les personnes âgées, si vous accueillez bien une personne âgée, c'est une sorte de bénédiction que vous avez plus tard. Oui. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un interrogatoire. Mhm. L'interrogatoire consiste à ce moment donné à noter le motif de consultation. Qu'est-ce qui a amené le patient à consulter ce jour? Ensuite, de faire un peu l'histoire de la maladie, c'est-à-dire l'anamnèse, savoir comment ça a commencé, quels sont les signes associés, est-ce que ça s'est aggravé, est-ce que ça s'est pas aggravé, jusqu'à ce qu'il puisse venir à l'hôpital. Et ensuite, il va prendre en charge les antécédents. Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux, des antécédents médicaux, personnels? Après avoir vu tout cela, on passe maintenant à l'étape de l'examen physique. À ce moment donné, le médecin, il va mettre en jeu tout ce qu'il a appris à l'école. Il va examiner en privilégiant d'abord l'appareil qui est concerné par les signes que présente le patient. Ensuite, il va regarder d'autres appareils et s'il y a besoin, il peut demander un bilan paraclinique, Mhm. ce qui est très fréquent, ce qui est parfois très nécessaire. Demander un bilan paraclinique et en dehors du bilan paraclinique, dès que le bilan paraclinique est disponible avec les résultats, il peut mettre en jeu un traitement. Mm. Et en fonction du diagnostic qu'il a établi, il peut être en mesure de conseiller le patient de voir une autre personne, un spécialiste. Oui. Il peut conseiller à ce patient de voir un spécialiste qui pourra prendre en charge, mieux prendre en charge sa pathologie. Et bien après avoir fait ce diagnostic et mis ce traitement en jeu, il doit donner les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire les moyens de prévention de cette pathologie au patient afin que on ne le revoie plus à l'hôpital pour la même pathologie. Oui, c'est ça. Mais souvent, on pose la question, hein, quand on va voir un généraliste, est-ce qu'il y a des antécédents dans votre famille ou pas? C'est pourquoi exactement ça? Les antécédents sont nécessaires dans la mesure où il y a des pathologies héréditaires, Mhm. tout simplement. Le fait de demander à un patient, est-ce que dans votre famille il y a la tension, est-ce que dans votre famille il y a le diabète, est-ce que quelqu'un a eu à mourir subitement, il était comme ça, après hop, il a eu une attaque cardiaque, il est décédé, ça permet de savoir si dans la descendance, si cette personne est susceptible, elle aussi, de développer ce genre de maladie. Mhm.
Ok, ok. Et donc, du coup, bah, pareil, quand on nous pèse, montez sur la balance, alors on va voir combien vous pesez. Et ça, c'est pourquoi aussi. Parce que bon, c'est vrai, pour comprendre, hein, puisque souvent, on se dit, bah, on nous fait faire La des choses, gymnastique. des gymnastiques, alors que oui, c'est bon, c'est pas trop pourquoi. Donc, dites-nous, même quand on prend le poids, hein, ça sert à quoi? Le poids et tous ces autres paramètres qu'on vous demande de prendre, en fait, c'est pour savoir comment on pourra mettre en jeu le traitement. Parce qu'il y a des médicaments qui doivent être donnés en fonction de certaines doses. Et ces doses sont la plupart du temps dépendantes du poids, parfois de l'âge aussi. Donc c'est pour ça que on vous demande de monter sur la balance. Oui, faut Et voir. en plus de cela, c'est pour savoir aussi en fonction de votre taille, pouvoir évaluer votre indice de masse corporelle. Vous savoir s'il y a eu trop de kilos ou pas, faut savoir, hein, c'est tout ça là. Oui, ça permet de savoir si peut-être vous êtes en surpoids, ou bien si vous avez une corpulence normale, ou bien si vous êtes en train, dans le cadre d'une obésité. Oui. Donc vous recevez aussi les enfants. Oui, bien Oui. sûr. Donc après, comment ça se passe avec les petits, les tout petits par exemple? Pour les enfants, ils suivent exactement le même processus Processus que que les les adultes. adultes. Sauf qu'on met un fort accent sur le poids pour ne pas avoir à mettre des doses qui pourraient être létales pour ces enfants-là. Et après c'est pareil, vous les orientez vers un pédiatre si besoin. Si besoin, on les oriente vers un pédiatre. Et quel type de pathologie vous recevez au quotidien? Au quotidien, la plupart des pathologies que nous recevons sont des Hmm. pathologies infectieuses. C'est-à-dire quoi? Je peux citer le paludisme, Oui. on peut citer une bronchite, une rhinite, parfois même c'est la sinusite, parfois c'est l'angine. Il y a un bon lot de maladies infectieuses que nous recevons continuellement lors de nos consultations. Parfois, ça peut être des crises d'asthme, parfois, ça peut être l'ulcère gastro-duodénal. Parfois, ce sont des traumatismes. Une personne a fait un accident, il arrive à l'hôpital, qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois, ce sont des traumatismes. Parfois, ce sont des femmes qui sont enceintes. Dans ce cadre, on fait ce qui est possible de faire à notre niveau et on les oriente peut-être vers un gynécologue. Oui. Voilà, on les oriente vers un gynécologue. Donc, Il y a on tout. reçoit pratiquement tout. Oui, comme on dit, vous êtes vraiment, vraiment les premières personnes concernées, quoi. Ah oui, mais oui, tout est important. Chaque métier est important, tout est important. C'est vrai que si vous diagnostiquez pas les choses avant, les personnes peuvent aller attendre des heures et des heures aussi à l'hôpital. Voilà, c'est ça. Mm. C'est d'où l'importance de pouvoir établir le diagnostic précocement afin de pouvoir permettre aux patients d'être traités dans les conditions les plus rapides possibles. Voilà. Ok. Par exemple, quelqu'un qui vient vous voir, hein, qui, qui fait de l'asthme, un asthmatique qui vient vous voir, par exemple, comment vous le gérez? Est-ce que, enfin, quand il vient comme ça, comment vous faites déjà pour le calmer? Comment ça se passe? La première des choses qu'un asthmatique vient, surtout s'il est en train de faire une crise d'asthme, la première des choses, c'est de calmer l'entourage. Ah, Calmer l'entourage parce que généralement les gens sont dans un état de panique totale, les accompagnants sont dans un état de panique totale, les parents, si ce sont des enfants qui sont asthmatiques, et ça il faut parle dans d'abord, tous les sens. oui, il faut d'abord les calmer parce que le stress aussi Ouais. est un facteur qui peut provoquer une crise d'asthme. Il faut d'abord calmer l'entourage. Après avoir calmé l'entourage, on va interroger le patient, on fait un petit interrogatoire et on examine l'appareil pulmonaire. Après avoir examiné pour voir si c'est râle, au niveau de l'appareil pulmonaire, il y a ce qu'on appelle des râles. Ce sont des petits bruits qu'on peut écouter à l'aide d'un stéthoscope au niveau du dos. Voilà, lorsqu'on écoute ces bruits-là, ça peut nous permettre de savoir l'intensité. Est-ce que cette personne fait une crise d'asthme qui est vraiment très grave ou bien c'est en mode de régression. Et à base de cela, on voit le traitement qu'on peut adopter et on le lance sans toutefois tarder, Ok. en faisant une surveillance
continue banalement toutes les 30 minutes pour voir comment Comment l'état il se sent. respiratoire évolue. Ouais. Non, je pose ces questions-là parce que comme on a différents types de... Là, j'ai pris juste un exemple sur l'asthme, mais ça peut être tout et tout. Donc, c'est pour pouvoir aussi savoir comment ça se passe, comment c'est au quotidien, comment vous gérez quoi, vos activités-là. Donc, c'est aussi pour que les gens, nos téléspectateurs, puissent aussi comprendre hein, d'où l'importance de cette émission pour que vous puissiez comprendre réellement de quoi il s'agit. Parce que parfois, quand vous avez des petits bobos à la maison, vous ne faites rien, vous attendez que ça passe. Mais il faut aller consulter, il faut aller voir déjà un médecin généraliste qui va vous dire réellement quel est le problème. Et après, on pourra vous orienter vers un spécialiste, parce que ça sert à rien de... Vous savez pas c'est quoi, à l'hôpital, il y a énormément de monde, donc c'est un peu compliqué. On va marquer un temps de pause, on revient juste après le journal, hein, restez avec nous.